Bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Arthur Rotrou, donc j'ai 26 ans et je viens de Lille. Je travaille à l'agence d'un écrit. On est une agence spécialisée dans la conception et le développement d'applications web et mobiles. On est basé à Lille principalement, après Paris et Bordeaux, et pourquoi pas Lyon un jour. L'idée, c'est effectivement, on a eu pas mal, sous le format du design sprint qu'on fait pour la conception, on a été confronté à pas mal de projets pour l'accessibilité des personnes âgées. Surtout au moment des tests utilisateurs, où on s'est rendu compte de pas mal de principes qu'on ne pouvait pas imaginer. Même si on n'est pas notre utilisateur, surtout pas moi, j'ai pas l'âge des personnes qu'on allait tester. Mais en tout cas, c'était vraiment intéressant d'apprendre des nouvelles composantes qu'on ne pouvait pas imaginer. Donc je pense qu'on développera ça après. Ouais. Alexandre, est-ce que tu peux nous expliquer aussi rapidement en quoi consiste Erasme ? Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Alexandre Pénaner, effectivement c'est dur à dire. Je représente Erasme ici, donc moi je suis responsable de ce dispositif qui est en fait un service intégré à la métropole de Lyon. Et une entité qui est relativement connue dans les écosystèmes, on va dire, du numérique et de tout ce qui est, on va dire, dispositif agile au sens large. Donc on est au service de la métropole, une équipe de 12 personnes qui a pour vocation finalement de mettre en situation les politiques publiques sous la forme qui peuvent être l'habitat, la mobilité, la santé, le bien vieillir, etc., par le prisme des technologies. Donc notre rôle à nous, c'est d'être au service des services, c'est-à-dire d'être un petit peu la cellule R&D intégrée, ce qui est un peu une première en France. Il n'y a pas tant de métropoles qui peuvent se revendiquer d'avoir effectivement à sa disposition une équipe, on va dire, de conception, et puis aussi un lab de 300 mètres carrés dans lequel il y a, on va dire, une tech shop, dans lequel on a une partie back-office qui permet de concevoir et développer des prototypes, et puis une autre partie qui fait de la médiation avec le grand public et avec l'ensemble des services et directions de la métropole qui viennent régulièrement nous visiter. Donc voilà un petit peu, si j'angule rapidement, les trois missions, fonctions d'Erasme, c'est énergiser les politiques publiques de demain, les concevoir et les prototyper sous forme expérimentale pour les mettre en test, et puis le troisième niveau qui est assurer la médiation qui va autour. Merci. Alors effectivement, peut-être pour vous redonner une vision globale aussi de Tuba et de son mode de fonctionnement. Donc Tuba aujourd'hui, c'est une association qui travaille beaucoup notamment avec Erasme et avec la vocation, comme je le disais tout à l'heure, vraiment de s'intéresser aux nouveaux usages de la ville et comment développer et apporter des nouvelles solutions, qu'elles soient numériques ou pas, avec cette vocation en fait d'être un lieu catalyseur un peu d'écosystèmes, de business, de projets qui permettent de faire se rencontrer un peu tous ces écosystèmes, que ce soit des écosystèmes publics ou privés, des startups, des laboratoires de recherche, etc. Encore une fois, avec la vocation vraiment de répondre un peu à des problématiques hyper concrètes et terrain. Et on a voulu organiser ce moment d'échange aussi en lien avec tous les événements qu'on a organisés, nous, en octobre, dans le cadre de ce qu'on appelle la Semaine Bleue, qui est en fait toute une semaine d'événements organisés par la ville de Lyon, qui a vocation à s'intéresser justement aux seniors, aux personnes âgées et à leur relation avec leur vie quotidienne, avec des associations, avec des outils numériques, avec tout ce qui se passe aujourd'hui et tout ce à quoi ils pourraient et ils peuvent accéder, tout comme tout type de population. Donc du coup, on a voulu faire un focus là aujourd'hui et puis un retour d'expérience, un retour de projet un peu, donc avec Alexandre et Arthur sur les projets qu'ils ont pu développer, un peu les interactions qu'ils ont pu avoir, ce qu'ils ont rencontré un peu comme challenge et comme difficulté à travers ces projets-là. Et puis, on essaiera de finir sur un peu une petite série de bonnes pratiques, de conseils, en fait, si on souhaite justement développer des solutions ou développer des projets en lien justement avec les seniors. L'idée, c'est qu'on peut commencer peut-être avec toi, Arthur. Peut-être tu peux nous présenter un ou deux projets dans lesquels vous avez été impliqué
Et puis, peut-être nous répondre à la question d'où est venue la demande et comment vous l'avez récupérée, comment vous l'êtes appropriée, en fait, cette demande-là. Ok. Alors, il y a 2 exemples qui sont assez probants dans tous les projets, en tout cas accessibilité qu'on a fait. Il y a le premier qui est vraiment dédié à des personnes âgées, tel qu'on pourrait imaginer une personne âgée un peu plus mass market, où c'est vraiment une application que les utilisateurs pourront télécharger, donc un service. Et on a aussi des personnes âgées, plus dans le B2B, et donc je reviendrai dessus juste après. Le premier cas qu'on a eu mass market, l'enjeu c'était de créer une sorte de mini-app d'OS, qui fait comme une surcouche de l'OS, mais dans une app, pour aider les personnes âgées à rester autonomes chez elles. Donc c'était un vrai enjeu parce que l'idée c'est elles utilisent la tablette et puis elles vont direct sur cette application et elles accèdent à des modules de type Skype, elles accèdent à un calendrier, elles accèdent vraiment à des contacts et des services annexes si elles ont besoin d'aide à la personne. Donc du coup, c'est vraiment avoir cette galaxie d'applications dans une application qui, bien entendu, est vraiment adaptée aux personnes âgées, qui nécessite le minimum d'apprentissage pour dire qu'elles soient autonomes tout de suite. Donc l'un des premiers problèmes qu'on a rencontrés avec ça, c'était de se dire, d'accord, au niveau ergonomie, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'aborder. Comment on fait pour dire que les boutons soient bien visibles, bien cliquables? Et donc, au fur et à mesure des recherches, on a déjà vu que, par exemple, la première couleur qu'on perd, c'est le bleu, à partir de 40 ans. C'est chiant, parce que le bleu, c'est parfait. On le met partout, tout le monde aime bien. Et en fait, justement, c'est l'une des premières couleurs qui perdent. Donc, du coup, on a essayé déjà de limiter les zones d'interaction avec du bleu, parce que forcément, au bout d'un moment, on est limité dans la colorimétrie. Après, on a essayé de créer un environnement qui ne fait pas peur, parce que le numérique et l'adoption du numérique, ça devient assez complexe. Donc du coup, voilà, c'était quelque chose d'un peu plus convivial et il y avait un aspect personnalisation où en fait, ils pouvaient justement choisir des blocs avec des accès rapides pour se créer leur propre unité dans l'application et à chaque fois revenir sur un modèle qu'ils connaissaient. On a aussi travaillé sur les explications. En fait, ça va un peu contre un peu tout ce qui se dit dans le design et dans l'UX, où on essaye de faire des phrases courtes, impactantes pour qu'on comprenne tout de suite. Bah, chez les personnes âgées, c'est tout l'inverse en fait. Eux, ils vont plutôt préférer un texte où on peut lire et bien comprendre la démarche, à quoi ça sert, plutôt que d'avoir des illustrations, de l'iconographie. Et donc ça les rassure. Et donc du coup, il ne faut vraiment pas avoir peur de mettre des bons pavés de texte. C'est des gens qui... Enfin, moi, en tout cas, ma grand-mère, elle a lu la notice de l'iPhone. Donc c'est un peu complexe, quoi. Moi, je ne l'ai jamais lu, elle sait mieux l'utiliser que moi maintenant. Mais voilà, c'est vraiment un cas de figure concret. Donc ça, c'est vraiment pour le côté, justement, recherche et quand on a fait la conception. Et ensuite, au test utilisateur, on s'est rendu compte de plein de choses qui n'allaient pas. Notamment, donc c'était une interface tablette, les personnes âgées ont tendance à la prendre à l'horizontale, à 2 mains. Et en fait, on avait mis dans le coin, en bas à droite, un bouton qui faisait le coin, comme ça, rouge, avec le téléphone. L'idée de ce bouton, c'était, donc à partir de ce téléphone, on pouvait accéder au répertoire et ensuite contacter nos proches, mais c'était aussi un bouton pour contacter un médecin d'urgence. On avait même imaginé des fonctionnalités où si on appuie sur ce bouton et que pendant un 15-25 secondes, il n'y avait plus d'action, ça appelait automatiquement les secours parce qu'il pouvait y avoir une chute. Donc on avait pensé des modules comme ça. Mais l'idée, c'est que pendant les tests, on s'est rendu compte que personne n'a vu ce bouton. Premièrement, parce qu'il n'avait pas la forme d'un bouton. Et deuxièmement, parce que voilà, ils étaient concentrés sur ce qui était central dans l'application. Et donc ça, c'est quelque chose où nous, on s'était dit, on va le mettre là, parce qu'en tenant la tablette à 2 mains, l'accès au pouce, il est parfait. Et en fait, ça n'allait pas du tout. On s'est rendu compte de ça. On s'est rendu compte que les personnes âgées aujourd'hui, avec le numérique, et on a vraiment testé sur un échantillon de gens qui étaient moyennement habitués ou pas du tout habitués. En fait, ils scannent comme nous les écrans ou les pubs ou n'importe quel support qu'on voit, on le scanne avant de vraiment s'intéresser et de le lire. Et en fait, en une fraction de seconde, ils avaient scanné l'écran et moi j'ai eu un utilisateur qui m'a dit mais il n'y a pas de jeu en fait. Et j'ai dit merde, bah non, il n'y a pas de jeu. Et en fait, c'est ça, ils cherchent aussi cet aspect ludique. Il dit si tu veux que ça remplace d'autres applications, il faut qu'il y ait des jeux. Et donc voilà, c'était des choses qu'on ne pouvait pas anticiper. En tout cas, et donc maintenant qu'on sait et qu'on essaye d'intégrer au maximum, voire même si c'est pas forcément un jeu, mais juste une sorte de mini gamification qui
qui les stimule et qui peut les inciter justement à l'interaction, c'est intéressant. Donc ça, c'était le premier projet. On a énormément appris. Mais voilà, c'est vraiment pour... justement, c'était assez facile parce qu'on a tous des grands-parents et en fait, on peut tous leur demander voilà, justement leur ressenti. Ce qui était plus compliqué, c'était dans une démarche plus professionnelle où en fait, on a créé un logiciel de gestion de cabinet, un LGC, pour des médecins. Et en fait, l'idée, c'est que j'aborde les personnes âgées par rapport à ça parce que la majeure partie des médecins aujourd'hui sont des personnes, en tout cas entre justement 50 et 70 ans. Et donc, du coup, on a eu cette problématique aussi. Et eux, c'était beaucoup plus complexe parce que c'est des gens qui sont dans le contact humain, qui ont besoin de faire la consultation et en fait de donner de l'attention aux patients. Mais en même temps, leur logiciel, il doit permettre de faire plein de trucs de manière ultra complexe. Enfin, déjà ceux aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on soit assez flexible et qu'on ait ce niveau de précision. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est on a essayé d'injecter cette personnalisation, mais à des degrés beaucoup plus limités. On a essayé de leur permettre de garder des habitudes. Parce qu'en fait, les médecins aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils notent tout sur papier. Donc là, tu as la liberté totale de faire des petits dessins si ça l'arrange pour se souvenir. Dans un logiciel, c'est forcément plus restrictif. Donc du coup, on s'était dit comment on peut faire pour ça. Donc on a essayé d'injecter de l'intelligence en lui laissant la liberté d'être expert. Parce que ça, c'est des choses aussi, c'est des gens très susceptibles. Donc il ne faut pas trop les froisser. On ne peut pas leur proposer des ordonnances automatiques, etc. Par contre, on pouvait leur proposer de créer des ordonnances eux-mêmes en disant voilà, pour cette typologie de maladie, l'ordonnance elle est déjà prête, je la retrouve, c'est moi qui l'ai créée et ensuite je l'imprime. Et l'idée c'est que ça leur plaisait plutôt pas mal parce que effectivement ils nous disaient les trois quarts c'était des rhumes, des grippes et des petites choses comme ça. Il n'y avait pas vraiment de grosses ordonnances à chaque fois spécifiques. Donc du coup ça allait plutôt bien. En plus on leur mettait des rappels en disant attention, par rapport au dossier patient, l'allergie, et ben là, du coup, ce médicament, ça va pas, ou il faut le mettre dans un dosage minime. Et donc ça leur plaisait, parce qu'effectivement, parfois, ils oubliaient, voire même des corrélations entre deux médicaments. C'est des choses qui se font déjà actuellement dans les logiciels, mais en fait, qui sont pas visibles ou qu'ils n'ont jamais utilisés. C'est des modules un peu isolés. Nous, vraiment, on a mis ça sur le devant. Et donc, c'était une problématique assez difficile. Au niveau des tests utilisateurs sur ce projet, c'était assez mitigé, parce que... encore une fois, c'est des gens qui avaient une liberté totale avant et aujourd'hui ils se disent ça va être encore quelque chose en plus. Dans le global, je pense qu'ils ont capté un peu justement ce qu'il y avait en plus. L'ergonomie, on n'a pas détecté de problème à ce niveau-là. Donc, du coup, c'est pas mal. Voire même, on aurait dû leur faire tester sur des écrans tout pourris cathodiques. Mais l'idée, c'est qu'il y a cette réfraction, en tout cas pour cette cible, qui est un peu le professionnel, c'est le professionnel. Et en fait, il nécessite des formations. Donc du coup, on a ces deux pans où on avait vraiment le premier projet où on a essayé de pousser l'autonomie et l'apprentissage au maximum, c'est-à-dire que ce soit les personnes qui téléchargent l'application et qui d'elles-mêmes ensuite apprennent à l'utiliser. Et on avait un autre pan où en fait, malheureusement, et c'est plus par rapport à la tranche d'âge, il fallait forcément un minimum de formation pour l'utiliser. Ce dernier logiciel, en fait, qui était une web app, pardon. L'idée, c'est que tout le monde avait une interface, voire même la secrétaire, et donc du coup, il pouvait y avoir des interactions dans tout le cabinet. Voilà. Est-ce que okay, cool. T'as d'autres points? Du coup, on va faire un tour d'horizon plutôt des projets, puis on reviendra un peu sur les retours d'expérience et puis un peu les bonnes pratiques qu'on peut en tirer. Alexandre, du coup, je sais que tu as 2-3 trucs à présenter. Ouais, et à projeter. Oui. On l'introduit d'abord. Juste après, peut-être. Ok, ça marche. La présenter un peu. Donc moi, je suis venu avec un projet qui s'appelle Bien vivre chez soi à la métropole. Je vais repartir du début. Moi, j'ai un grand passage en design de service avant de rejoindre Erasme, et donc je fais valoir aussi cette partie-là, puisque tu l'as bien amené aussi sur la question du vieillir. Alors déjà, vieillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être senior? Je crois que senior, ça commence exactement à 45 ans aujourd'hui. Donc ça pose la pyramide. Moi, par exemple, dans 3 ans, je suis senior, ça me questionne. Je trouve ça intéressant de commencer par cette question-là, parce que c'est un sujet que tu as rappelé ici, qui est un sujet de gêne, et qui est un sujet qui fait que pendant très longtemps, on regarde ailleurs. Et quand enfin on regarde les problèmes en vrai, il est souvent un peu trop tard.
Et alors il est trop tard au niveau financier, il est trop tard au niveau technique, parce qu'on n'a pas déménagé à temps, parce qu'on n'a pas fait les travaux d'aménagement de son intérieur, parce qu'on ne pensait pas que finalement la gêne physique elle arriverait aussi vite, on ne pensait pas qu'on serait rattrapé par la maladie, enfin voilà, tout un tas de choses. Et donc je parle de ça d'expérience sur un vieux projet qu'on avait monté à l'époque avec des designers qui s'appelait « Quel senior serez-vous » Et en fait, on avait observé que, alors c'était un jeu où vous veniez, puis vous tiriez une carte totalement injuste qui vous rajoutait 25 ans ou 35 ans à votre âge. Et à partir de là, on vous faisait faire tout un parcours en disant, bah alors comment vous allez faire dans votre cuisine, comment. Et ce qui était plus ou moins révélateur ou rigolo, c'est que à partir effectivement de la mi-quarantaine jusqu'à la début soixantaine, on avait affaire à des gens qui vous insultaient avec les yeux et qui vous disaient, mais non, mais moi c'est bon, voilà, c'est réglé, je ne veux pas vous parler. Voilà. Et donc on était en face de gens qui étaient dans un refus total d'appréhender en fait cette phase d'après. Donc là, je vous parle du projet Bien Vivre chez soi à la métropole, qui en fait envisage ce prisme-là, qui est de comment aujourd'hui dans une politique publique, alors là j'attaque l'autre angle politique publique, la politique publique de demain, elle est lucide sur le fait qu'on ne pourra pas, du fait des vagues baby boomers, etc., on ne pourra pas avoir tout le monde dans des lieux de santé communautaire que sont les EHPAD, que sont les maisons de retraite, que sont etc. Donc on a quelque chose à jouer autour de maintenir les gens à domicile le plus longtemps possible, et ce que je veux dire un peu horrible, mais le plus dégradé possible. C'est-à-dire que malheureusement aujourd'hui on sait faire vivre les gens plus longtemps, pas forcément en très bonne santé, et les gens vivent plus longtemps chez eux, certes, mais de plus en plus dégradés. Donc ça veut dire ma vue baisse de plus en plus, ma capacité motrice baisse de plus en plus. Donc comment on fait pour que tout ça s'accompagne d'un assortissement, on va dire, foncier, d'un assortissement technique, et qui fait que moins mes bras se lèvent et plus mon plan de travail il descend, que moins je peux lever ma jambe et plus ma baignoire disparaît, que plus j'ai du mal à voir la nuit, plus l'escalier va s'éclairer, etc. Aujourd'hui, toutes ces solutions que je suis en train de citer, elles existent, mais elles sont éparpillées. Pour la plupart du temps, elles sont un peu flippantes. Donc on a affaire à des choses qui sont marquées, stigmatisantes, comme on dit. C'est-à-dire que vous avez tout de suite l'impression que vous avez fabriqué un hospice chez vous. Et ça, c'est un peu rédhibitoire, notamment chez la tranche 50-60 ans aujourd'hui, qui sont des gens plutôt esthètes, avec des moyens, et qui sont capables, à un moment donné, de se dire je peux investir aussi un peu dans mon logement, sans parler sur des franges de population qui ont énormément de moyens, mais sur une surface moyenne financière aujourd'hui d'un quinquat ou sexagénaire, on est capable d'imaginer, prévoir et anticiper le réaménagement de sa salle à manger, le déménagement sur une maison de plein pied, etc. Et en fait, le projet que je vous décris pas, mais que je suis en train de vous décrire, c'est bien de ça dont il s'agit, c'est-à-dire Bien Vivre chez soi à la métropole. C'est comment est-ce que, au travers de cette fameuse journée Pentecôte où personne ne travaille et qui permet de générer en fait une convention financière d'État qui est gérée par le Centre national d'autonomie et de solidarité. CNAS ou CNSA, c'est mieux. Comment cette somme, elle redescend dans les territoires, et comment derrière elle est redistribuée localement et gérée par la métropole de Lyon. Et comment cette gestion, elle entraîne la création de projets. Donc là, on a fait le choix, la métropole, de mettre en place une équipe avec des designers, avec les CCAS, avec la CARSAT, avec tout un tas d'acteurs qu'on a mis autour de la table. Et puis on est parti en mode essai-erreur. C'est-à-dire qu'on a essayé de bâtir tout un tas de projets, de processus. Là, on peut peut-être juste montrer effectivement les 4 projets. Je crois qu'elle est en bas, la présentation. Voilà, c'est ça. Donc ça, on peut passer à la suivante. Donc là, c'est un peu ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Les informations existent, mais elles sont dispersées sur comment je réaménage mon domicile et comment je peux comprendre. J'aime beaucoup l'image du milieu qui raconte aussi les modalités de prévention verticale, c'est-à-dire on convoque tout le monde en mode on va vous raconter comment ça se passe de vieillir et vous allez voir, ça va bien se passer. Dans 2 heures, grâce à mon PowerPoint, vous allez tout savoir. Et puis, le côté stigmatisant effectivement du matériel ou des agencements qui sont proposés. Alors évidemment, tout ça est un peu caricatural, hein. Il existe des solutions, mais encore une fois, ces informations sont dispersées et c'est complexe d'arbitrer à la fois mon diagnostic avec les solutions existantes.
c'est une recherche personnelle qui appelle déjà une certaine expertise et une certaine gestion, comme tu le disais, dans le rapport au web, dans le rapport aux prestataires, dans le rapport aux techniques et aux fonciers. Donc voilà un petit peu le projet. Alors je vais pas tout décrire dans le détail, mais simplement vous faire état peut-être des 4 solutions qui ont été développées. Donc, il y a des solutions techniques et des solutions non techniques. Il y en a une qui s'appelle Aménageons, qui est en fait justement cette interface qui permet de relier. Et ça, c'est une première parce qu'on est un peu sur un logiciel en marque propriétaire. Alors, on n'a pas la possibilité, celui-ci, de le mettre en open source parce qu'il est développé avec un modèle qui rend l'interface verrouillée pour l'instant. Donc, on est en train de travailler justement à la mise en open source de cette solution-là. La solution Aménageons, c'est une solution qui permet, petit 1, de pointer et de diagnostiquer mon domicile, et de mettre en face toutes les solutions et toutes les situations d'agencement que je peux mettre en corrélation avec le diagnostic. Donc on est sur un adressage un peu fin, et l'avantage de cette situation-là, c'est qu'on peut, demain essayer de le répliquer sur d'autres politiques publiques. Le deuxième élément qui a été développé dans le cadre de cet accompagnement, il s'appelle Plus belle la semaine. Et Plus belle la semaine, en fait, c'est un monitoring. C'est ce que vous voyez à l'écran derrière moi. C'est un monitoring en fait qui permet, sous la forme d'une petite appli, de tout simplement arbitrer avec une personne de comment ma semaine se situe et quels en sont les impacts. Exemple, j'ai mon nouveau voisin Daniel qui a l'air, qui arrive un peu en boitant parce qu'il s'est pété la figure dans ses escaliers et puis qu'il est en train de déménager des choses de sa chambre à sa cave. Est-ce que petit 1, je vais l'aider? Est-ce que petit 2, je lui dis non merci Daniel? Et alors évidemment, le non merci Daniel, c'est pas hyper sympa, mais ce qui est intéressant quand on vit cette appli, c'est une appli accompagnée, c'est de voir comment les personnes se situent dans leur champ social. Donc à partir du moment où je réponds non merci Daniel, ça veut dire que j'ai un repli et qu'il y a peut-être quelque chose chez moi. Plus on vieillit et moins on cache aussi ce que l'on ressent. On n'a peut-être pas envie de se socialiser à tout crin. On a peut-être déjà son petit réseau avec lequel on se situe, etc. Donc ça permet en fait de mettre des points de discussion sur les différents facteurs d'isolement et de désinformation des populations vieillissantes. Le non merci Daniel, ça veut dire qu'on est peut-être en face d'une personne qui a besoin justement de parler un peu de sa désocialisation. Le oui j'y vais, ok, mais ça veut dire qu'elle est en train de grignoter son épargne-temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends une décision dans cette interface, elle vient impacter mon budget, elle vient impacter mon épargne-temps et ma disponibilité, et elle vient épargner ma socialité ou mon insociabilité. Et il y a tout un tas d'autres paramètres qui sont mis à l'étude au travers de mes réponses. Donc les réponses sont simples et elles sont binaires, c'est froid ou chaud, ou oui ou non. Elles sont là pour discuter, et au regard des différentes réponses que je porte, ça vient modérer et monitorer finalement ma situation dans un tropisme, on va dire, silver economy, et comment je me comporte. Le troisième champ, c'est bien dans mon habitat. Donc là, on est dans quelque chose qui est ludique. Alors, je prends le contre-pied, mais on va pouvoir en discuter. C'était l'objet d'être autour d'une... Ils ont mis une table entre nous. De toute façon, on a un peu de distance. Et donc on a essayé de développer une appli immersive, quelque chose qui relève de la visite d'un appartement aménagé, en 3D, en Oculus, avec une version dégradée, puisqu'on est sur les fameux kits carton qu'on achète à 15 € dans le commerce. Donc on est sur des choses qui peuvent être tout à fait réutilisées. Là encore, on est sur de l'open source, qui peuvent être réutilisées par les opérateurs locaux, les CCAS et autres. Et ça permet à tout à chacun de voir qu'aujourd'hui, il existe des solutions qui ne sont pas que vilaines. Et ça permet de voir des habitats ou des logements qui ont été pris en situation réelle, et dont les aménagements sont qualifiés au fur et à mesure de la visite et apparaissent un peu comme dans les jeux sérieux, où on va avoir des éléments d'explication sur le chemin lumineux qui est au sol, etc., etc. Et après, ramener ça, évidemment, à chaque fois dans de la médiation et dans de la discussion. On ne peut pas faire l'économie, c'est ce que tu disais sur la partie texte, on ne peut pas faire l'économie d'avoir une médiation humaine ou une explication, effectivement, avec la population. Et puis enfin, le dernier scénario qui a été développé, c'était la maison miniature. Donc c'est la maquette d'un habitat, alors qui est utilisée à différents niveaux. Là ici, moi je trouve que la photo n'est pas très bien c'est une vraie photo de situation qui a été développée. Donc là, on a pris la photo finalement au mauvais moment, puisqu'il y a un moment donné où tout le monde se lève et vient interagir sur la maquette. Alors que là, on a l'impression qu'on fait effectivement un cours théorique sur
voilà mon diplôme et voilà comment je l'agence. L'objet évidemment de cette maquette, c'est de pouvoir faire dialogue autour des situations complexes dans l'habitat que sont la cuisine, la salle de bain, l'escalier, comment je peux régler les étages, comment je peux régler ces situations-là, et de faire remonter, on va dire, les bonnes pratiques et les signaux faibles en matière de qu'est-ce que j'ai fait chez moi pour m'adapter. Parce qu'il y a aussi des stratégies financières fortes chez les personnes, on va dire ce qu'on appelle alors, on a beaucoup d'humour dans les castes de Silver Economy, mais ce qu'on appelle les TGV, donc les très grands vieillards. Et donc chez les TGV, comment est-ce que on est sur une paupérisation forte et comment est-ce que ces personnes-là ont développé des situations d'agilité par rapport à une pénibilité d'usage, par rapport à une vétusté de l'habitat, par rapport à une dégradation normative. Je suis encore au fil coton dans la maison de ma grand-mère et comment elle fait avec ça, comment elle agit, quoi. Voilà. Donc j'arrête là, mais en tout cas sur le développement des scénarios, j'ai choisi délibérément de parler de ce scénario et de cet accompagnement. Évidemment, il y a plein d'autres politiques publiques sur lesquelles on est câblé aussi. Celle-ci, elle est intéressante parce qu'elle a un an d'âge et qu'elle se reconduit certainement l'année prochaine sur un autre enjeu, mais toujours en lien avec la population senior. Peut-être également, ce qui est intéressant à rappeler, c'est que toutes ces démarches-là, vous les avez faites aussi avec les personnes justement qui seront à même à utiliser justement ces solutions-là et à la mettre en conditions réelles pour itérer justement sur ces projets-là et faire en sorte que du coup cet outil et ces 4 outils différents, justement, ils soient adaptés à tout type justement de personnes et qu'on soit vraiment dans un réel contexte d'utilisation. Merci Benoît de me le rappeler parce que je ne l'ai pas signalé. J'ai l'impression qu'on est dans des communautés où on se connaît tous, mais oui, effectivement, ça a été fait en immersion et j'ai parlé effectivement d'une designer qui a conduit le projet. Donc elle l'a conduit avec une équipe communautaire constituée avec des gens de la CARSAT, avec des gens des CCAS, avec des gens de chez nous, des directions de la santé et de l'habitat. Et effectivement, le déploiement du projet s'est fait en mode essai-erreur systématique, alors soit avec des groupes de travail, soit sous forme d'observation, soit sous forme d'entretien utilisateur, soit sous forme de jeu. Voilà, donc à chaque fois, en fait, quelles qu'aient été les entrées choisies, il a toujours été question effectivement d'itérer et de fabriquer ces processus-là en mode collaboratif. Arthur, pour revenir là, tout à l'heure, on parlait de solutions d'app, de web app, etc. Qu'est-ce que du coup, à travers vos retours de projet, enfin vos retours d'expérience là, à travers ces 2 projets que tu nous as présentés, qu'est-ce que finalement tu pourrais en sortir? Vous avez dit, tu as dit tout à l'heure que justement vous étiez étonné d'avoir des retours auxquels on ne s'attendait pas. Qu'est-ce que tu peux ressortir justement, par exemple, en 3-4 grands points, un peu les bonnes pratiques clés, ou en tout cas les éléments clés qu'il ne faut pas zapper, qu'il ne faut pas oublier, parce que souvent, quand on démarre un projet de ce type-là, on laisse de côté ces étapes-là alors qu'elles sont clés. Justement, pour rebondir avec justement les projets que tu as présentés, qui sont vraiment top, il y a une composante que nous, on n'avait pas vraiment anticipée, c'est l'envie de participer à ces choses-là. C'est-à-dire que ici, on voit des personnes âgées qui sont réunies dans une salle pour qu'on leur explique des choses. On imagine la réalité virtuelle et on se dit « ouais, mais ça va être compliqué de mettre ça en place ». Et en fait, ils adorent ça. C'est vraiment quelque chose. Il y a une appétence à découvrir des choses qui est énorme. Nous, pendant les tests utilisateurs, c'est des prototypes. Donc concrètement, en fait, on fait des maquettes. Et avant de se lancer dans le développement, pour dire d'être sûr qu'on fait un produit qui va leur plaire, qui va être utilisable, on fait en fait un prototype avec des sortes de maquettes animées le plus réel possible pour qu'ils puissent se projeter et le tester. Et on a eu des personnes justement testées qui nous ont demandé s'ils pouvaient télécharger l'application. Donc c'était plutôt un bon retour. Dans les bonnes pratiques, déjà, c'est le premier point que j'ai évoqué, de vraiment emphaser sur le texte et l'explication, c'est ultra important. Le premier produit que j'évoquais, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement c'était ce qu'on a appelé l'aidant qui le donnait justement à la personne âgée. C'est-à-dire c'est un service auquel le fils, par exemple, se souscrit. Et donc, du coup, il peut l'installer sur la tablette offerte à Noël à la grand-mère. C'est un cas, c'est un peu cliché, mais vraiment, s'il y a des stats là-dessus, c'est assez impressionnant.
En fait, l'idée, c'est il y a le site du Blend là aujourd'hui qui a son module d'accessibilité, qui est vraiment génial. Moi, c'est quelque chose que j'essaye de mettre de plus en plus dans mes apps, justement à destination des personnes âgées, où on rajoute des étapes, mais qui sont nécessaires pour qu'ensuite l'application soit utilisable. Sur le site du Blend, c'est une option, parce que forcément, il est ouvert à tout le monde. Mais par contre, dès qu'on sait que notre cible, elle est bien précise, et c'est ça, on peut totalement l'inclure. On n'est pas dans un usage où on est avec le parapluie, le gosse et le sac Lidl sous la pluie. Donc il faut que ça aille vite. On est dans un usage posé. Elle va prendre son après-midi, la personne âgée va prendre son après-midi pour dire je vais configurer la nouvelle application. Donc on a le temps, autant bien expliquer, autant démontrer les étapes pour qu'ensuite ils aient une expérience optimale. L'un des deuxièmes points qui était ultra important, c'est en fait d'éviter d'utiliser ce qu'on appelle la mémoire prospective. La mémoire prospective, c'est on vous montre, alors ça se fait beaucoup dans les jeux vidéo, on vous montre quelque chose à un instant T et on vous dit que ça a une importance pour après. Parce que alors ça, c'est quelque chose qui va les perdre. L'idée, c'est si on me montre quelque chose, je peux l'utiliser tout de suite et du coup, je comprends à quoi ça sert. Ça ancre l'apprentissage et ça les aide par la suite. Donc du coup, quand on a l'habitude de créer une application, la première à arriver sur l'écran d'accueil, le dashboard, quel qu'il soit, on commence à faire un welcome tour. On dit vous pouvez faire ça, 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 ça et ça. Et en fait, alors là, concrètement, la personne âgée, vous êtes sûr qu'après ça, elle se souvient de rien. Nous c'est pareil, on ne se souvient pas de la moitié des fonctionnalités. Chez eux, ce sera encore pire. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire, essayer de donner les fonctionnalités au compte-gouttes en fonction de l'utilisation. L'utilité primaire de mon produit, ça va être ça. Et donc du coup, je vais lui montrer ça. Peut-être justement demain ou après-demain, dès qu'elle se reconnectera, je vais lui proposer autre chose, progressivement pour que justement ça devienne un usage. Il y a les personnes qui vont être un peu plus expertes qui vont partir explorer, c'est top, mais du coup l'idée c'est ça. Et dernier point, en fait ça fait beaucoup, désolé, j'avais dit 3 ou 4 pour ça. Il y a un des derniers points qui était méga important, c'était de garder une unité. Je parlais beaucoup de personnalisation, parce que c'est très agréable d'avoir son petit espace où j'ai mis ça là parce que c'est très utile. Mais il faut garder une unité. Surtout dans le cycle de vie d'un produit, on va commencer à proposer d'autres choses, une nouvelle fonctionnalité. Et en fait, il faut travailler comment on l'annonce et travailler l'impact qu'il a sur l'interface que j'avais avant. Concrètement, c'est quelque chose qui fait très très peur aux personnes âgées qu'on a constaté. C'est de se dire j'ouvre mon application et elle a plus du tout le même design ou plus du tout le même agencement qu'avant. Et ça, c'est un facteur d'abandon d'utilisation de services pour les personnes âgées qui est incroyable. Le meilleur exemple, c'était je sors de chez moi et mon salon, il est comme ça, et je rentre et il n'y a rien qui est pareil en fait. Mais absolument rien qui est pareil. Et du coup, il y a une sorte de petit freeze mental qui se dit merde, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un outil que je pense que vous connaissez tous qui s'appelle Trello, qui fait ça très très bien. Dès qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, un tout petit bandeau en haut qui l'annonce, mais le cœur fonctionnel de l'application, en plus vu que c'est professionnel, justement il est toujours là, il est toujours pareil et c'est top. Ou le Gmail qui proposait de revenir à l'ancienne version. Donc voilà, il faut vraiment travailler là-dessus parce que ils ont besoin d'une stabilité, surtout dans ces domaines-là où on parle d'autonomie des personnes âgées, dès qu'on a besoin de mettre en place un outil stable et d'acquérir leur confiance, au bout d'un moment, il faut qu'on ait une unité, une stabilité et qu'ils puissent compter sur nous à ce niveau-là. Voilà. Merci. Alexandre, du coup... Ouais, mais je vais juste rebondir en 2-3 points rapides, mais tu as déjà dit pas mal de points sur lesquels moi je te rejoins totalement. Je rajouterais celui de l'empathie. Alors, il paraît évident, mais ça recoupe ce que tu as dit, mais l'empathie, c'est ne jamais penser à la place de l'autre, et toujours essayer de comprendre pourquoi la personne est en train de vous dire telle chose, mais de le comprendre vraiment et de ne pas se mettre en butée ou de ne pas argumenter ou de ne pas contre-argumenter, de simplement se dire, s'il me dit ça, on va faire ça, on va suivre cette voie parce que c'est en faisant acte d'empathie dans tout ce qui nous est raconté par ces personnes qu'en fait on trouve les pistes et qu'on avance vite. En fait, c'est un gain de temps énorme. Et là, je parle même en productivité, parce que ce que je vais dire après, c'est pareil, c'est des questions de frugalité et de la nécessaire itération qu'il faut produire. Alors,
toujours pareil, c'est un peu évident, mais la frugalité, moi je parle à l'échelle des politiques publiques aussi. C'est-à-dire qu'on essaye, dans tout ce qui a été, tout ce que je vous ai un petit peu développé tout à l'heure, on a eu ce souci de se demander, si je reviens sur le plus bel de la semaine, qui est donc le jeu d'essai-erreur, qui est proposé en fait aux personnes âgées, on a développé ce soft sous la forme un peu matricielle qui va permettre de le reproduire sur n'importe quelle forme de politique publique demain. C'est-à-dire qu'après, on va pouvoir renommer finalement les différents critères, les différents indicateurs. Ce que j'ai évoqué sur la silver economy, sur aider bidule, sur partir manger un bout de tarte avec Gisèle au bout de la rue, etc. Je peux tout à fait le remplacer par la mobilité, je peux tout à fait le remplacer par l'habitat. On a vraiment essayé de se positionner sur des moules et des modules qui vont être vraiment repositionnables en marque propriétaire et en disponibilité aussi en open source. Donc on a vraiment les deux enjeux. Voilà. Après, l'itération, les erreurs, évidemment. Ok, merci beaucoup. Est-ce que du coup vous avez des questions aussi? Il nous reste quelques minutes. Du coup, c'est l'occasion aussi d'échanger. Si vous avez des questions ou des éléments peut-être que vous souhaitez préciser, on peut vous passer un micro. Qui veut se lancer? Alexandre, déjà merci à tous les deux pour cette discussion. Moi j'avais une question par rapport à, tu parlais d'agilité économique par rapport à des astuces que les personnes âgées mettaient en place. Est-ce qu'il y a des exemples pour illustrer ce qu'ils faisaient? On a eu l'occasion de voir, alors là je vais me pencher plus sur le côté, sur mon passé en accompagnement en design de service, mais tout à l'heure je prenais l'exemple des plans de travail modulables. Donc on avait eu l'occasion effectivement de visiter des habitats fortement anciens, où on avait des personnes âgées qui avaient trafiqué, mais c'est vraiment du tuning d'intérieur, quoi, avec des cordes, avec des crochets, avec des poulies, des systèmes où en fait j'ai souvenir en tout cas d'une personne qui était menuisier, qui avait carrément agencé un système, mais homemade, c'était infaisable en fait. Mais c'est la question que ça pose. Si justement on se met en mode empathie, on se dit, c'est quoi le signal qui nous est donné sur les capacités qu'on a demain d'abaisser, de relever en fait et de là sont partis beaucoup d'agencements, puisqu'on avait remonté cette idée jusqu'à la question de la salle de bain, où aujourd'hui on voit ces baignoires effectivement dont les cloisons peuvent s'enlever pour finalement composer une douche à l'italienne ou une dalle ouverte à terme. Et effectivement, là, on est vraiment sur cette agilité de matériel, c'est-à-dire comment tu démarres avec une baignoire et puis comment petit à petit tu abaisses les parois de la baignoire pour avoir un truc où tu as de moins en moins besoin de lever la jambe pour finalement constituer un sabot et puis pour tout enlever et pour te retrouver avec un bac à l'italienne. Donc ça, c'est un exemple qu'on va pouvoir retrouver dans la maison miniature. Mais voilà, après des signaux faibles, non, j'en ai plus énormément en tête, mais il y en a... On le retrouve à tous les niveaux. Je pourrais faire écho à... j'ai travaillé à un moment donné sur des vêtements de compression, par exemple, tout ce qu'on appelle vulgairement les vêtements de contention. En vrai, c'est compression, c'est moins joli, mais ça fait encore plus peur. Du coup, c'est ces vêtements qui assurent un certain retour sanguin. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, comment les populations, avec les premiers signes de vieillissement, qui pourraient déjà souscrire à ce genre de vêtements en fait, qui accompagnent et qui rendent un petit peu plus confortable le quotidien. Comment ces gens-là s'étaient achetés des choses dans le commerce, des vêtements compressifs par exemple destinés à la course à pied, ou les fameux boosters qu'on se met sur les mollets, ces choses-là qu'on voit dans les courses à pied, et puis ils se les mettaient sur les coudes, ils se les mettaient au niveau des poignets, puis ils mettaient un petit coup de ciseau par-ci par-là parce que c'était un peu dur à mettre. Alors le paradoxe du vêtement, c'est que quand il sert plus, il ne sert plus. Hein. Ça s'écrit pas pareil, mais et du coup, voilà, ils créaient de la souplesse là où il n'y en avait pas, et en même temps, ils accédaient à ces vêtements. Donc, c'est intéressant de regarder ces signes un peu précurseurs de comment la personne est en train finalement de petit à petit, quand on voit que les gens commencent à mettre des cales ou des sous-marches à l'entrée d'une terrasse, quand on voit ce genre de choses, là, on commence à percevoir que le plein pied est pas très loin. Enfin, voilà, ce genre de signaux faibles. Je sais pas si ça répond.
Ok, merci beaucoup Arthur, merci beaucoup Alexandre, merci à vous et donc n'hésitez pas à échanger en off du coup avec les uns ou les autres. Merci à vous. Merci.